Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire qui va incessamment sous peu commencer sur la manière d'animer des réunions à distance organisées par le CARIF OREF. J'attends encore une petite minute pour laisser le temps aux derniers participants d'arriver et puis voilà, nous allons commencer. Alors déjà, pour ceux qui sont déjà parmi nous, est-ce que vous avez eu le temps de regarder donc, les slides que j'ai partagés en introduction, qui vous présentent notamment les fonctionnalités de Zoom, pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, savoir accéder à son micro, l'activer, le désactiver, la caméra, activer, désactiver, accéder au chat. Donc, je vois pas mal de oui, pas mal de réponses dans le chat, donc c'est une bonne chose. Ce que je vous propose, c'est de laisser le chat ouvert en permanence, car ça va être un canal de communication qu'on va utiliser à part entière dans ce webinaire. Donc, s'il y a une personne qui n'accède pas au chat, est-ce qu'elle peut se manifester en désactivant son micro ou alors en faisant un signe à la webcam? Comme ça, je l'identifie. Si je vois personne se manifester, c'est qu'a priori, c'est bon. Sauf celui qui ne saurait pas non plus activer son micro. Mais là, malheureusement, je ne pourrais plus rien faire. Ok, donc a priori, ça va. Bon, ben voilà, c'est parti. On va démarrer. Donc, bienvenue à tous. Encore une fois, donc on est dans ce premier webinaire sur une série de 3 qui auront lieu, organisés par le CARIF, sur l'animation des réunions à distance. Donc, je vais lancer mon partage d'écran pour vous présenter, pour vous faire cette présentation. Voilà, c'est parti. Est-ce que vous pouvez me confirmer, en me faisant un petit pouce à l'écran ou dans le chat, que vous voyez bien mon partage d'écran? Oui, j'ai des pouces. Ok, super. Donc, on peut vraiment commencer. Premier truc et astuce que je vous donne, c'est la manière dont j'introduis ce webinaire. C'est la manière dont je vous conseille d'introduire vos réunions, vos formations, bref, vos temps collectifs, que ce soit en présentiel ou en distanciel, d'ailleurs, c'est pareil. On utilise l'acronyme du TOAST au WorkLab pour être sûr qu'on a pensé à tout dans la manière de poser le cadre du temps collectif qu'on entame. Donc, le TOAST, c'est un acronyme pour thème, objectif, animation, séquence, transition. Donc, c'est parti. Le thème aujourd'hui de ce webinaire, qui est le premier d'une série de 3, ça va être de vous présenter les différents pièges qu'on peut rencontrer dans les réunions à distance pour comprendre ce qui va mal et être capable d'utiliser de manière opportune les différents trucs et astuces. Voilà, donc on va voir les pièges, les principaux pièges et leurs solutions dans les réunions à distance. Sur les objectifs de ce webinaire, ça va être de vous transmettre évidemment les clés de succès d'une réunion à distance, de pouvoir aussi vous faire réagir. On va essayer d'être interactif dans ce webinaire. Je vais vous faire vous questionner sur vos pratiques et vous faire vivre des séquences un peu d'interaction pour vous montrer que c'est possible, même quand on est nombreux. En termes d'animation, qui anime, qui je suis, qui vous parle, c'est le moment où je me présente. Bonjour à tous, je m'appelle Manon Mizrahi, je suis une formatrice et facilitatrice au sein du WorkLab, qui est un cabinet nantais spécialisé dans le travail collaboratif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la facilitation? Ça veut dire rendre facile un travail de groupe, un temps collaboratif où on travaille à plusieurs, on réfléchit à plusieurs, voire on décide à plusieurs. Et dans ces cas-là, on a besoin de se structurer, d'avoir un peu de méthode, d'avancer pas à pas. Et donc moi, j'interviens pour accompagner des groupes. Je ne suis pas experte de leur sujet, j'y connais même rien. En revanche, je suis experte de la méthode, donc j'accompagne les groupes. Je les fais travailler en restant neutre pendant le temps de travail. Et mon deuxième métier, évidemment, c'est la formation. Donc je forme les équipes pour acquérir ce savoir-faire, ce savoir-être aussi, c'est une question de posture également, pour être capable de gérer par eux-mêmes ces temps collaboratifs. Voilà, pour moi, ma présentation. Dans le A du toast animation, je vous parle aussi de comment on va interagir aujourd'hui dans le webinaire. Donc, je vous présente cette astuce qui s'appelle les tags, les techniques d'animation gestuelle, qui vont nous permettre de mettre un peu d'interaction, en tout cas pour ceux qui acceptent ou qui souhaitent mettre la caméra. C'est absolument pas obligatoire, surtout dans un format webinaire où c'est quand même pas la même chose qu'être dans de la co-construction pure et dure. Mais il n'empêche que pour moi, pour ceux qui acceptent, ça peut être agréable de voir vos réactions et donc de voir les moments où vous êtes d'accord avec ce que je dis. Voilà, ce signe-là. Quand je vous pose une question, de répondre oui ou non avec le pouce en l'air ou en bas. Et à des moments, si vous voulez prendre la parole, si vous voulez poser une question, ou des moments où je vais pouvoir, moi, vous donner la parole,
je peux vous interpeller en disant qui souhaite réagir par rapport à ce que je viens de dire. Vous pouvez lever la main tout simplement pour que je vous distribue la parole, ce qui va éviter qu'on ne sache pas qui parle, à quel moment parler, etc. Donc ça, c'est les tags, les techniques d'animation gestuelle. Et en parallèle de ça, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas activer leur caméra, il y a bien sûr le chat que je vous invite à laisser ouvert en permanence, qui va être notre canal de communication. Et aujourd'hui, je suis épaulée par Claire, donc du Carif, qui est là avec moi pour justement avoir un œil attentif sur le chat. S'il y a des moments, je n'ai pas l'œil attentif parce que je suis concentrée sur ma présentation. Donc elle est là pour y veiller. Et donc, vous pouvez poser toutes les questions et partager toutes les remarques que vous souhaitez sur le chat. On les prendra en compte au fil de l'eau. Voilà, ça c'est pour les modalités techniques d'animation. Et bien sûr, l'outil qu'on utilise ensemble, qui est l'outil Zoom. Donc normalement, on vient de faire le check des fonctionnalités. Donc ceux qui étaient déjà là il y a 3 minutes, je sais que c'est bon pour vous. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, voici une rapide présentation des quelques fonctionnalités dont vous allez avoir besoin aujourd'hui, à savoir couper son micro, couper sa caméra, ou réactiver son micro, réactiver sa caméra, accéder au chat et le laisser ouvert sur le côté pour plus d'interaction, et le mode mosaïque pour que quand on a les caméras les uns des autres, c'est plus sympa de se voir tous, donc de passer en mode mosaïque. Sachant que les personnes qui sont connectées directement sur un navigateur Internet n'ont malheureusement pas le mode mosaïque, à moins que Zoom ait changé ses fonctionnalités depuis une semaine, mais normalement, jusqu'à il y a quelques jours, quand on se connectait directement sur Chrome, Firefox, on n'a pas le mode mosaïque. C'est uniquement ceux qui ont Zoom intégré sur leur ordinateur qui ont téléchargé l'application. Voilà pour ça. D'ailleurs, si vous avez des bugs de connexion, sachez qu'on n'est plus, c'est plus fluide quand on utilise un navigateur tel que Chrome ou Firefox. Et il faut plutôt se méfier de Safari ou de Internet Explorer qui, d'expérience, fonctionne moins bien. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'explication. En revanche, j'ai l'expérience du manque de fluidité. Ce qui me permet de vous poser la question tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé pour vivre 1h30 de webinaire? Donc, bien installé, c'est quoi? C'est est-ce que vous avez une bonne connexion? Vous êtes confortable devant votre ordi? Vous avez de l'eau, du chocolat, tout ce qu'il vous faut pour bien suivre? Ouais, ok, ça marche. Je vois qu'il y en a même qui connaissent les réactions sur la visio. Effectivement, en bas de votre écran Zoom, vous avez un petit onglet qui s'appelle Réactions. Vous pouvez mettre des pouces ou des bravos. Voilà. Donc c'est super. Vous pouvez aussi prévoir de quoi écrire au brouillon. Pas forcément pour prendre des notes de ce que je dis parce que vous allez recevoir le support. Claire vous le partagera à l'issue du webinaire. Mais ça va être dans les moments où je vais vous poser des questions, je vais vous faire réfléchir et ça pourra être utile pour vous de noter les éléments sur votre brouillon. Voilà. Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, on va faire le panorama des outils. Et qu'est-ce qui est notre principal problème? C'est qu'en fait, des outils, il en existe des tonnes et des tonnes. On est vachement bien lotis en 2021. Plein d'entreprises super géniales ont développé plein d'outils super géniaux. On connaît Slack, OneNote, Zoom, Trello, Skype, Jira, Teams, Google Meet. Voilà, tout ça, tout ce que je vous présente, voilà, c'est une tonne d'outils. Et c'est un panorama non exhaustif, bien sûr. Il en existe encore plein d'autres. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver dans toute cette masse? Le scoop, déjà, c'est qu'à distance, on a forcément besoin d'outils. Un minimum d'outils est nécessaire parce qu'on n'a pas encore inventé la télépathie. Donc, nécessairement, vous allez avoir au moins un outil. Et ça peut être un peu une source d'angoisse de pouvoir choisir parce qu'ils ont 1000 subtilités, même entre deux outils qui se ressemblent très fortement. Vous allez voir quand je vais vous en présenter, je vous montrerai les alternatives, bien évidemment. Et ils sont très similaires, ils font un peu la même chose, mais pas tout à fait. Il y en a un qui est mieux pour tel truc, l'autre qui est mieux pour tel autre truc. Bref, on a du mal à s'y retrouver. Donc moi, j'aimerais bien vous interroger vous-même et que vous puissiez me dire quels outils vous avez déjà utilisés, soit en tant que participant, soit en tant qu'animateur. Vous avez déjà utilisé en étant acteur de l'outil. Donc, j'attends vos réponses dans le chat pour savoir quels outils vous avez déjà utilisés. Donc là, j'ai pas mal de Teams qui apparaît. OK. J'ai du OneNote. Ok, donc du Jitsi, Skype, ok, Zoom, WhatsApp.
Ah, Life Size, un truc que je ne connais pas. Alors, je vais le noter. Whereby, WhatsApp, Google Meet. Donc là, il y a pas mal d'outils de visio d'après ce que je vois. Est-ce que vous utilisez d'autres outils que des outils de visio dans vos réunions à distance? Est-ce que ça vous arrive? Webikeo, je ne connais pas non plus. Je prends note, hein, merci à vous de me donner plein de contenus, j'irai me renseigner. OneDrive, WooClap. Du Kahoot et du Menti pour les sondages, ok, on va en reparler. Padlet, Jamboard, très bien. Justement, vous avez besoin d'autres outils que des outils de visio. Effectivement, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y en a certains qui se sont inscrits aujourd'hui. D'accord. Ok, merci Morgane pour la précision. Est-ce que vous connaissez d'autres outils que vous n'avez pas déjà utilisés, mais vous les connaissez au moins de nom? Vous savez qu'ils existent, mais vous êtes un peu paumé sur ce qu'ils font. Je vous laisse écrire dans le chat. Geniali, Framapad, Slack, Klaxoon, Bcast, Forms. Ok, Kahoot, Mentimeter. Ça marche. Trello, Miro. Ok. Donc, il y a déjà des noms d'outils que vous avez déjà vu passer. Vous savez qu'ils existent, mais vous ne les avez pas forcément déjà utilisés. Très bien. Bah, effectivement, il y a une grande partie des noms que vous avez donnés que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne peux pas vous faire une présentation exhaustive, hein, de toute façon ce serait beaucoup trop ennuyeux, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais vous en présenter une bonne partie. Et ce qui est intéressant, c'est déjà de pouvoir s'y retrouver entre tous les éléments, tous les noms que vous avez donnés, de pouvoir un peu les trier dans notre tête pour ne pas les mélanger tous dans le même secteur. Et en fait, voilà comment moi je les présente. Il y a 4 familles d'outils. Déjà, on peut les ranger en 4 familles. Il y a d'un côté les outils de questionnaire, donc type Mentimeter, Kahoot, qui permettent de faire du quiz, ou alors même les Google Forms, les Framaform, qui peuvent faire du questionnaire de manière asynchrone aussi. Je vous ferai la différence plus tard. Il y a les outils de visio, tout simplement. Donc, c'est tous les premiers que vous m'avez cités, que vous utilisez au quotidien, les Jitsi, les Zoom, les Meet, qu'est-ce que j'ai pas dit? Je ne sais plus. Bref, voilà, tous ces outils de visio. Vous avez aussi les outils de chat, qui permettent de s'écrire en temps réel, de messagerie instantanée, et les outils, la grande famille des outils de co-construction. Voilà en gros comment moi je distingue ces différentes familles d'outils. Donc la visio pour se voir et se parler à l'oral, le chat pour se parler à l'écrit, le questionnaire pour poser les questions et pour recueillir les réponses. Voilà. Et l'outil de co-construction pour représenter ce qu'on se dit, pour avoir une trace écrite des échanges et pour soutenir la réflexion et que chacun puisse y contribuer directement. Voilà. C'est en gros la prise de notes collaborative. Voilà. Les différentes familles qu'on peut avoir. Et vous voyez, si je vous fais un panorama des outils que vous m'avez cités, j'avais un peu triché, j'en avais déjà écrit pas mal, que vous avez donné, ben voilà comment je les ai triés. Vous voyez? Donc là, en fait, je vous fais une démonstration aussi d'un outil de tableau blanc que j'utilise, qui est Mural en l'occurrence. C'est l'équivalent d'un Klaxoon ou d'un Miro, pour ceux que vous avez déjà cités dans le chat. Et donc, j'ai trié ces outils que vous m'avez donnés et quelques autres dans ces 4 familles que je viens de vous présenter. La famille des visios, la famille des chats, la famille des questionnaires, que ce soit en temps réel ou pas, donc quiz ou plutôt formulaire à remplir, et la famille des outils de co-construction, de prise de notes partagées, on pourrait dire, collaboratif. Donc ça, c'est comment s'y retrouver entre les différents outils que nous avons. Le minimum vital, je vous disais, souvenez-vous en introduction qu'on n'a pas encore inventé la télépathie, qu'on a forcément besoin d'un outil au minimum. Cet outil minimum s'appelle un téléphone, ça s'appelle de l'audio, soit un téléphone ou autre, hein, voilà. Mais forcément, vous avez besoin de ça pour vous parler. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc là, je vais continuer donc, ma présentation sur l'audio, qui est le minimum vital selon moi. Et donc, on peut s'en servir à 2. C'est assez simple, on s'appelle par téléphone. Voilà, je l'ai encore fait ce matin avec une cliente. On n'avait pas forcément besoin d'une visio, on avait juste 2-3 détails à régler. À 2, c'est facile parce qu'on se passe la parole de manière fluide, même uniquement par le son. Et quand on est à plusieurs, on peut aussi faire des conférences téléphoniques
sans autre support. Dans ces cas-là, c'est quand on est hyper rigoureux, on sait exactement ce qu'on a à se dire, on parle d'un point précis, c'est rapide, chacun sait ce qu'il a à faire, ce qu'il a à dire dans cette réunion téléphonique. Donc, on peut s'en sortir à 3, 4, allez, 5 maximum, si c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Mais vous voyez, là, ce qui est en train de se passer maintenant, vous avez un écran noir, c'est parce que j'ai enlevé le canal visuel, on est vraiment juste sur de l'audio, et ça peut facilement être un peu limitant. Donc déjà, quand on n'est que sur de l'audio, je vous donne quelques conseils pour gérer, comment est-ce qu'on peut gérer bien de l'audio. Si jamais vous avez un micro trop sensible et qu'on entend le bruit de la feuille à côté sur laquelle vous écrivez, on entend votre clavier quand vous tapez, etc., c'est de penser à couper son micro quand vous ne parlez pas, même dans une réunion téléphonique. Dès que vous prenez la parole, de commencer par donner votre prénom. Parce que même avec mes collègues que je connais très bien, si on est 5 et que différentes personnes parlent à tour de rôle, j'aurais du mal à reconnaître qui vient de parler. C'est pas toujours évident. Donc ça paraît rien, mais ça simplifie beaucoup les choses quand on commence la prise de parole en parlant, en donnant son prénom, pardon. Et de terminer par j'ai dit ou autre phrase qui vous plaît, mais en tout cas de signifier que vous avez fini votre prise de parole et que quelqu'un peut prendre la suite. Parce que visuellement, il n'y a aucun signal que vous avez fini de parler sinon. Et puis, bien sûr, quand vous êtes animateur d'une réunion et que vous êtes uniquement par téléphone, c'est d'interpeller les personnes de manière très précise. Comme ça, on sait quand est-ce qu'on parle. Donc, soit on fait un tour de table, vous dites machin à toi, ensuite machin à toi, etc. On sait exactement quand c'est à nous. Ou alors, vous posez une question directement à une personne. Et toi, Sandrine, qu'est-ce que tu penses de tel truc? Donc, les gens savent que c'est à Sandrine de répondre et pas aux autres, pour éviter de se couper la parole. Et bien sûr, être précis dans les questions que vous posez quand on est uniquement par téléphone. Bon, allez, je ne suis pas vache, je vous ai quand même prévu des petites slides pour vous récapituler ce que je viens de vous dire, parce que là, on est en webinaire, donc on a le canal vidéo, donc, visuel, pardon, donc je vous le présente, voilà. Les usages et comment est-ce qu'on gère, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Sur le minimum vital, ok, pour moi, le standard, vous avez compris, ce n'est pas ce minimum vital, pour moi, le standard, c'est d'avoir la visio et le chat qui va avec. Pourquoi? Parce que ça rajoute un canal de perception. Vous avez évidemment les visages des autres personnes que vous pouvez voir si vous avez le mode mosaïque, si vous avez la chance d'avoir un double écran et vous avez à la fois le support sur lequel vous travaillez et à la fois les webcams des autres, ou alors les moments où on n'utilise pas forcément de support, où juste on se regarde pendant qu'on parle, ce qui est toujours assez sympathique. Et ça permet aussi de projeter bien sûr du contenu, de faire un partage d'écran comme je le fais maintenant. Donc vous voyez à quel point c'est plus confortable depuis que j'ai remis les slides que quand je les avais enlevés. Bien sûr, le chat pour moi est indispensable parce que ça permet de décharger aussi la prise de parole à l'oral pendant la visio. On n'est pas tout le temps obligé de s'interrompre, on peut très bien dire ce qu'on a à dire uniquement sur le chat, donc ça paraît hyper important de l'avoir toujours ouvert à côté et de s'en servir, bien sûr. La visio, c'est souvent plus utile quand on est à plusieurs que quand on n'est que à deux. Et donc, quand on utilise uniquement la visio sans autre support, sans un klaxon, sans un Kahoot, sans autre chose, c'est parce que soit on a besoin d'aborder uniquement un point précis entre nous, soit on est dans une discussion informelle, on n'a pas forcément besoin de faire une prise de notes où tout le monde voit ce qu'on est en train de se dire, on n'a pas toujours besoin de tout ça. Donc, on peut très bien se contenter d'être uniquement sur un Teams. On se voit parce qu'on est en mode mosaïque et on discute et c'est tout. Pour une discussion informelle. Après, bien sûr, on peut... alors, comment est-ce qu'on gère quand on est dans ce cas de figure-là, c'est d'utiliser le chat et les tags, comme je vous les ai déjà présentés, donc je ne reviens pas de plus amplement là-dessus. C'est de couper son micro quand on n'a pas la parole, de la même manière qu'en audio, pour éviter les interférences qui sont assez pénibles, qui rajoutent à la fatigue, à l'effort que ça demande d'être concentré sur une visio. Donc c'est plus agréable pour tout le monde. Et de la même manière qu'en audio aussi, de terminer par j'ai dit. Parce que même si on a la visio, même si on se voit avec les webcams, on n'a pas toujours parfaitement saisi si l'autre il a terminé de parler. Est-ce qu'on peut prendre la suite ou est-ce qu'on va avoir l'impolitesse de l'interrompre? Donc le mieux, c'est que celui qui parle, il termine sa prise de parole pour signifier qu'il a fini de parler. Et puis, bien sûr, ne pas hésiter à utiliser le partage d'écran pour partager une ressource à un moment donné. Je parle, par exemple, d'un article pendant une réunion d'équipe. Et ben, hop, je partage mon écran pour vous montrer l'article pour être sûr que tout le monde est bien câblé sur le même truc pendant qu'on en discute. Rapidement,
si on n'utilise pas justement d'autres outils de prise de notes, on est uniquement sur de la visio, on va rapidement tomber dans le ah mais attends, on est en train de parler de ce sujet, c'est hyper intéressant, mais j'ai besoin de visualiser le truc parce que là je suis en train un peu de m'embrouiller. Donc soit de représenter l'info de manière écrite de ce qu'on est en train de se dire, soit de se faire un schéma récapitulatif pour comprendre le processus dont on est en train de parler, ou alors on ferait bien un brouillon, vous savez, souvent quand on est en réunion en présentiel, on prend une feuille où on va sur le tableau de la salle de réunion et puis on commence à prendre des notes, à écrire les mots qu'on est en train de se dire, à dresser quelque chose de physique, de visuel, parce qu'on a ce besoin pour aider la réflexion. Et donc, si on n'utilise que de la visio, on va se retrouver handicapé par ce même souci. Après, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va se mettre à faire un partage d'écran. Donc là, est-ce qu'on considère que c'est un outil supplémentaire que de la visio, que de partager son écran? Ça dépend. Si je partage juste un outil, un article qui est déjà rédigé, c'est tout. Mais si je me mets à partager la prise de notes que je suis en train de faire, je suis bien en train d'utiliser un outil de prise de notes et que je partage aux autres. Donc, je suis déjà en train de multiplier les choses. Et puis les autres, pendant ce temps, ils me regardent prendre les notes en partage d'écran, donc c'est bien. Donc, ils sont rassurés sur le fait que je prends les notes pour tout le monde, mais ils ont un côté encore un peu passif. Si ça se trouve, voilà, vous avez fait des fautes de frappe et il y a quelqu'un qui va devoir vous interrompre, vous dire « Attends, tu as fait une faute de frappe, machin, pour le compte-rendu, c'est pas clean. » Au lieu de l'interrompre, vous pourriez avoir vous-même accès au même support de prise de notes et sans interrompre celui qui prend les notes, corriger la faute de frappe, par exemple. Ça peut aussi être lourd pour l'animateur de devoir tout gérer tout seul, pendant que les autres sont hyper passifs en plus. D'où l'intérêt de passer à un support de prise de notes qui soit plus collaboratif, où tout le monde puisse compléter, puisse contribuer sur le même support en même temps pendant la réunion. Donc c'est là où ça me fera ma transition pour présenter d'autres types de supports que le standard qui est la visio et le chat. Je vous fais un petit panorama des outils de visio quand même, avant que je passe aux outils collaboratifs, pour vous montrer ceux qui existent. Là, je vous zoome sur ce carré visio. Hop. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce que je pense que ça, vous maîtrisez assez bien quand même, la partie visio. En général, c'est le truc qui ne pose pas trop de problèmes. Je jette un œil quand même sur le chat pour regarder si vous avez des questions là-dessus. Alors, quel est le plus performant par rapport au nombre de personnes? Franchement, ils s'équivalent à peu près tous, je trouve. Si ce n'est Jitsi, j'ai déjà eu des échos de problèmes de bande passante quand on est nombreux, parfois ça bug un peu. Mais franchement, pour moi, sur une question de nombre de personnes, ils se valent tous, surtout que de toute façon, une réunion, on n'est jamais non plus des milliards. Au maximum, vous faites une présentation à une trentaine, une cinquantaine de personnes, sinon pas dans des formats plutôt webinaires comme aujourd'hui. Mais sinon, les réunions classiques, en tout cas, vos réunions du quotidien, c'est quoi? Vous êtes 5, 6, 7, 8, allez, 10 grand max. Et pour ces ordres d'idées-là, ils sont assez similaires. Effectivement, il y a des gratuits, il y a des payants. Dans les gratuits, vous avez le Google Meet, mais tout le monde n'a pas accès à Google. Vous avez Jitsi, Skype, Big Blue Button aussi, qui est du open source. Teams, souvent, vous l'avez dans votre suite Office. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez d'Office dans vos suites si vous êtes comme ça. Après, les Zoom, les WebEx, ce sont des solutions qui sont payantes. Skype, vous l'avez en version pro aussi, où on peut avoir d'autres fonctionnalités. Et en termes de facilité d'accès, qu'est-ce que je choisirais pour des participants? Alors, côté participant ou côté animateur? Parce que ce n'est pas la même chose. Parfois, ça peut être facile côté participant, mais compliqué à gérer côté animateur. Enfin, ça dépend de côté participant. Dans ces cas-là, côté participant, je pense que franchement, il n'y a pas de difficulté majeure. Ils ont tous les mêmes choses en fait. Couper son micro, couper sa caméra, accéder au chat. Voilà, c'est les 3 trucs de base qu'on utilise. Disons que sur Google Meet, peut-être qu'il est plus simple parce qu'on a la mosaïque d'Office, alors que sur Zoom, il faut aller cliquer en haut à droite pour aller choisir si je me mets en mode galerie ou en mode présentateur. Bien sûr, il y a cette fonctionnalité que certains outils de visio ont de pouvoir créer des sous-salles. Donc là, on rentre dans un niveau de complexité un peu plus grand. Quels sont les outils qui permettent de faire des sous-salles? En vrai, si vous savez bidouiller, vous pourriez le faire avec n'importe quel outil. Mais ceux qui sont faits pour, c'est Zoom, WebEx, désormais Teams.
Enfin, Teams, on pouvait le faire avant, mais maintenant, ils ont créé un vrai outil où à l'intérieur d'une seule et même réunion, on peut créer des sous-salles. Donc, les 3 outils qui sont sur le haut de mon partage d'écran, là, les 3, vous pouvez faire des sous-salles. Après, sur les autres outils, il vous suffit de créer en fait plusieurs liens. Et dans ces cas-là, vous avez un support, par exemple, où vous attribuez des groupes aux personnes. Donc, un tel et un tel, vous êtes dans le groupe 1, un tel et un tel dans le groupe 2. Et vous avez prévu à l'avance, vous avez noté à l'avance leur lien de visio à chaque groupe. Dans ces cas-là, ils basculeront sur la deuxième visio. Donc, c'est un peu plus compliqué pour des participants qui ne sont pas à l'aise. Si je reprends la question de A. Rocher, je ne sais pas quel est le prénom, mais monsieur ou madame Rocher, là, c'est plus compliqué. Parce que dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'ils quittent la première visio, ou alors on se met en mute, on reste sur la première visio, on se met tous en mute, pour plus qu'il y ait de son, et chacun va se connecter sur le deuxième lien qui correspond à son sous-groupe. Donc, c'est du bidouillage. Mais pour ceux qui n'ont pas le choix, qui n'ont ni Teams, ni Zoom, ni Webex, c'est possible. OK. Et Discord aussi. Alors, Discord, je ne maîtrise pas trop, donc j'en parle pas, mais Discord, c'est aussi un outil qui est possible, qui est issu du monde des jeux vidéo. En fait, c'est des canals où on peut se connecter pour parler à plusieurs. Est-ce que quelqu'un veut en parler? Quelqu'un qui connaît Discord veut en dire 2-3 mots? Bonjour, Karine Galmiche, je me présente. Oui, alors c'est un outil que alors moi je ne l'ai pas utilisé, vraiment pratiqué personnellement, mais que comme je suis directrice pédagogique, j'accompagne nos équipes de formateurs qui l'ont mis en place, qui l'utilisent justement pour le téléprésentiel, hein, parce qu'on fait de la formation téléprésentielle, du coup avec le confinement. Et du coup, c'est vrai que le Discord a la possibilité, regroupe en fait beaucoup de fonctionnalités, que ce soit à la fois évidemment l'outil visio, le chat, le partage d'écran, la transmission aussi de ressources, parce que c'est aussi des points importants, et la création notamment de salons privés au sein d'un groupe. Donc, il y a différentes salles. Et en fait, le formateur a la possibilité de pouvoir inviter au sein de la petite communauté qu'il anime, hein, donc au sein de sa classe, de composer des sous-groupes qui vont en fait à un moment donné travailler spontanément ensemble. Donc il n'y a pas besoin de quitter en fait l'espace de travail, c'est vraiment, il reste dans le même environnement et tout est piloté en fait depuis l'espace. Donc visiblement c'est quelque chose qui est très apprécié et du côté des apprenants aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien. Moi, je ne l'ai pas pratiqué moi-même. Voilà, je m'appuie sur ces usages-là, mais voilà, ça a été, c'est quelque chose qu'on a généralisé pour ceux qui étaient justement assez à l'aise, parce que du coup, il rassemble vraiment, vraiment les fonctionnalités. C'est un outil gratuit, donc il reste intéressant. Il a le seul inconvénient, entre guillemets, c'est qu'il demande une installation sur le poste, ce qui se fait très très bien, hein, c'est relativement simple à installer, même du côté des apprenants. Donc c'est un coup de main à prendre, j'ai envie de dire. Mais voilà, donc il rassemble quand même beaucoup de choses. Voilà, je vous remercie. Merci Karine pour ce partage. J'en profite pour rajouter Global aussi, qui est une version, qui est un outil payant et qui permet de faire pareil de la gestion. C'est assez bluffant. On peut passer entre toutes les salles, mais tout le monde est autonome. Parce que le problème sur Zoom, Webex et Teams, c'est que c'est l'organisateur qui déplace les participants de salle en salle. Donc c'est lui qui a la main et qui gère. Ce qui peut avoir un côté aussi rassurant et sécurisant pour éviter que ce soit le bazar. Mais dans Global, vous avez une visualisation de toutes les salles, comme s'il y avait un plan de la salle. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans des mariages où vous arrivez à l'entrée, puis vous avez un grand carton, vous avez le plan des tables. Ben, en fait, Global, c'est ça. C'est la même chose. C'est un grand papier, vous avez le plan des tables. Et vous avez votre visio qui est une petite bulle. Alors, c'est votre webcam ou alors vos initiales si vous n'avez pas mis votre webcam, ou une photo si vous voulez mettre une photo. Et donc, votre petite bulle, vous venez la mettre autour de la table que vous voulez. Et en fait, avec votre souris, vous déplacez votre bulle et vous allez de table en table et ça vous fait aller d'une sous-salle de visio à une sous-salle de visio. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi pour ça sur Global. Alors sur le côté gratuit payant, je reviens sur un truc. Zoom a une version gratuite quand même et qui est limitée à 40 minutes. Voilà, c'est pas non plus. Ça s'appelle Global. Je viens de le mettre sur la page que je vous partage. Vous pouvez me confirmer que vous voyez bien ma page avec les petits post-it verts? Ouais, ok, très bien. Merci. Et donc Discord, comme disait Karine, est gratuit, parce que là je vois les questions qui passent au fil de l'eau. Voilà. Donc ça c'est pour les outils de visio.
Est-ce qu'il y en a que je déconseille, par exemple? Est-ce qu'il y en a que je déconseille? Moi, j'ai beaucoup de mal avec Skype, personnellement. Skype et Link, j'ai toujours des bugs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je suis maudite, si je m'y prends mal. Je ne suis pas non plus une experte. Je suis une experte de animer des temps collectifs à distance, donc je maîtrise les outils, mais je ne suis pas une experte informatique. À la base, je ne suis pas très douée en informatique, ce qui peut vous rassurer aussi de vous montrer que c'est possible. On peut y arriver même quand on n'est pas très doué, ce qui est mon cas. Et en tout cas, avec Skype et Link, je ne sais pas. Je ne sais pas si je fais un blocage, mais bon, bref. Teams, je trouve qu'ils se sont beaucoup améliorés pour le coup. Ils ont fait des gros efforts de développement de leur outil qui était vraiment pas terrible à la base et qui s'est vraiment amélioré. L'avantage de Teams, c'est que le chat est persistant. Je vais y venir juste après quand je vous parlerai je vais en parler maintenant, des outils de chat que je vous recommande d'être toujours liés à la visio, c'est d'avoir le chat de votre visio qui est ouvert. Donc là, par exemple, sur Zoom, on a le chat de Zoom qui est ouvert. Ça permet de décharger la prise de parole, comme je vous l'ai dit. Et on peut aussi avoir des chats qui s'appellent des chats persistants. Ça veut dire qu'ils ont une vie autonome par rapport à la réunion visio que vous avez organisée. Et sur Teams, vous cumulez les deux, parce que c'est aussi un outil de messagerie instantanée. Et donc, le chat que vous avez ouvert pendant une réunion, même quand la réunion est finie, le chat y reste. Et ça a un côté pratique d'aller retrouver des informations qu'on s'est partagées dans le chat. Sinon, par défaut, il se ferme et il disparaît. Là, sur Zoom, quand on va finir le webinaire, le chat va disparaître. Pareil sur WebEx, sur Jitsi, sur Google Meet, etc. Les autres outils de messagerie instantanée, Slack, WhatsApp, Workplace, qui est la solution pro de Facebook, je n'en parle pas spécifiquement parce que et Teams, bien sûr, j'ai oublié de le remettre, mais vous avez Teams aussi ici. Voilà. Qui sont vos outils de... Teams est-il gratuit? Il est dans la suite Office de Microsoft. Donc, en général, dans vos organisations, quand vous avez la suite Microsoft, vous avez Teams qui va avec. Sinon, vous avez une version gratuite qui est possible. Nous, par exemple, au WorkLab, on n'a pas souscrit Office 365, mais on a une version gratuite de Teams quand même. Voilà, c'est ça, pro et non pro. Vous n'avez pas les mêmes fonctionnalités, mais c'est possible. OK. Je passe donc... Ça, c'était nos deux premières familles, Visio et Chat, que j'utilise ensemble. Donc, je vous en ai parlé ensemble. Je passe à la troisième famille d'outils, qui est une famille spécifique, le questionnaire. Le questionnaire, à quoi il sert? Votre questionnaire, il vous sert à poser des questions, c'est la base, c'est ce que vous faites. Pourquoi? Comme ça, vous générez de la réflexion de la part des participants. Ce que vous cherchez à faire, c'est les faire se bouger un petit peu, se remuer un peu les méninges. Et pourquoi vous voulez faire ça? Parce que vous voulez qu'ils vous répondent. Donc, vous attendez des réponses. Donc, en général, grâce au questionnaire, vous recueillez les réponses des personnes. Et éventuellement, si vous le faites de manière simultanée pendant une réunion, ça vous permet aussi de créer de l'interaction, de créer du dynamisme dans votre réunion, grâce au fait que vous les avez mobilisés. Et donc là, déjà, on voit qu'il y a une subtilité entre le fait simplement de recueillir les réponses ou de créer de l'interaction. Ça dépend si vous le faites de manière asynchrone. Il y a certains outils qui vous permettent d'envoyer des questionnaires de manière asynchrone. Ça, je pense que vous connaissez assez bien ce mode de fonctionnement. Dans ces cas-là, vous récoltez des avis individuels. C'est vous qui centralisez les avis de chacun, mais il n'y a pas eu de croisement de regard. Et on peut aussi faire des questionnaires qu'on appelle des quiz ou des sondages pendant une réunion, de manière donc synchrone. Et là, ça vous permet non seulement de récolter les avis des personnes, mais ça vous permet aussi de dynamiser la tenue de votre réunion, de faire interagir les personnes entre elles. Ça peut déclencher quelque chose, ça déclenche une discussion, ça déclenche des prises de conscience, etc. pour la tenue de votre réunion. Et donc là, quels sont les outils de questionnaire qu'on peut utiliser? Hop, je reviens sur mon mural qui est là. Tac. Voici différents outils de questionnaire. Donc, encore une fois, je n'ai pas une vertu d'exhaustivité, mais je vous en montre pas mal qui existent. Alors, le truc de base, c'est ce que moi j'ai fait ce matin, souvenez-vous, c'est ce que j'avais fait la fois dernière en décembre, c'est que je vous pose une question directement à l'oral ou avec mon partage d'écran, avec ma présentation, et je vous demande de répondre sur le chat. Le fait d'écrire sur le chat, c'est une première manière de faire un quiz avec 0 outil, quoi. On peut rester juste sur de la visio et on arrive à faire un quiz. Il y a certains outils de visio, j'ai mis le post-it avec marqué visio, parce que certains outils de visio permettent de faire du sondage directement. Par exemple, sur Zoom, j'aurais pu faire un sondage sur Zoom. Ça vous aurait envoyé la question, vous auriez eu une notification avec les propositions de réponse, vous n'auriez que eu à cliquer et ça m'aurait envoyé la réponse à moi. Et ouais. Le seul souci, c'est que pendant que j'ai fait mes tests,
parce que je teste toujours avant de faire quelque chose, je me suis rendu compte que quand des participants sont connectés sur le navigateur Internet et non pas sur l'application qu'ils auraient installée sur leur ordinateur, ils n'ont pas accès au sondage. Et comme là, on est un webinaire ouvert au public, que je ne sais pas de quelle organisation vous venez, que je ne pouvais pas vous contacter à l'avance en vous disant, puis je me voyais mal de vous imposer de télécharger quelque chose, donc j'ai choisi de ne pas faire de sondage avec Zoom, au cas où certains d'entre vous étaient sur le navigateur Internet. Et ensuite, vous voyez les post-it qui s'affichent là. Voici différents types d'outils de questionnaires de quiz qui existent. Alors, vous pouvez le faire en temps réel, le sondage sur Zoom. Je vous recommande vraiment de le faire en avance parce que ça prend du temps. Vous avez vu là ce matin les 2-3 petits cafouillages que j'ai eus, mon partage d'écran que j'ai dû refaire, recommencer, etc. Dès qu'on a un petit cafouillage comme ça, bah, on perd le rythme, les participants ils attendent. C'est pas, je trouve ça pas terrible quoi. Donc mieux vaut l'avoir prévu en avance, même si évidemment on peut toujours le faire en live, il n'y a aucun problème. C'est vrai pour tous les outils de questionnaire que je vous montre. Hein. Moi, je vous recommande de les avoir faits à l'avance et en fait, au moment où vous voulez les utiliser, vous envoyez le lien. Donc là, que ce soit Google Form, Mentimeter, Klaxoon, Bicast, Kahoot, etc., vous envoyez un lien aux participants et ils ont l'interface qui s'ouvre toute seule. En général, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à installer, ils n'ont pas de compte à créer. C'est fait pour, hein, parce que c'est des questionnaires qu'on fait à du public. Donc, vous, en tant qu'animateur, en général, vous avez un compte à créer. Il y a des outils qui sont gratuits et des outils qui sont payants dans ce que je vous ai montré. Les 3 quarts sont gratuits. Vous créez un compte, vous faites votre sondage et le côté participant, ils n'ont rien à créer. En général, on leur demande de renseigner un pseudo. Comme ça, quand vous avez les réponses, vous savez qui a écrit. C'est quand même plus intéressant d'avoir le prénom de la personne. Les différences qu'on peut noter sont sur les différentes fonctionnalités que chaque outil propose. Par exemple, Kahoot, c'est uniquement du quiz et du sondage. Il a un côté interactif assez rigolo, sympa. Il y a des couleurs, il y a de la musique. Moi, je le trouve très chouette. C'est peut-être celui que je préfère pour faire du quiz. Il est limité en revanche à 4 propositions de réponses. Quand vous voulez faire du choix multiple, du QCM, vous êtes limité à 4 réponses. Alors que du Klaxoon, par exemple, c'est pas forcément mon préféré en tant qu'outil de quiz, mais il a l'avantage d'être intégré dans un outil qui propose d'autres choses que du quiz. On va le voir juste après. C'est aussi un outil de tableau blanc numérique. On peut faire du post-it, comme je suis en train de faire maintenant. Là, ce n'est pas un klaxon, c'est un mural, mais j'aurais pu mettre klaxon. Donc, c'est un avantage que klaxon a. Bicast, il est assez bien fait pour la partie nuage de mots. Vous pouvez organiser des nuages de mots aussi. La partie quiz est bien parce qu'on n'est pas limité à 4 propositions pour les QCM, contrairement à Kahoot. Mais sinon, à part ça, je ne suis pas personnellement une grande fan de Bicast. Alors, juste une précision que je n'ai pas fait au début de ce webinaire. Je ne suis sponsorisée par aucun de ces outils. Je ne suis payée par aucun de ces outils. Je suis comme vous, une utilisatrice lambda. Simplement, j'ai pris un peu d'avance par rapport à vous. J'en ai testé plein. Donc, c'est pour ça que je vous partage mon expérience. Mais voilà. Donc, ce que je vous dis n'engage que moi. Ça n'engage même pas tout le WorkLab. Alors, on a quand même des avis communs, mais mes petites préférences à moi, elles n'engagent que moi. Voilà. Donc, Prenez ce que je dis pour ce que ça vaut. Voilà, ce n'est que mon humble avis. Et bien sûr, je ne vous les présente pas, mais Google Form, la suite Google, c'est gratuit, mais c'est Google. Donc voilà. Et Framaform, qui est la suite Framasoft, qui est l'équivalent d'une suite Google, mais qui est open source, qui est gratuite, qui est largement disponible. Alors oui, c'est moins ergonomique, c'est moins sexy, etc. Mais ça fonctionne très bien. Donc voilà. Et Typeform, qui est un outil qui vous permet de faire du asynchrone et du synchrone, les deux à la fois. Donc ça, c'est pas mal aussi sur Typeform. Voilà pour l'outil. Alors, sont-ils tous gratuits ou payants? Alors non, il y en a qui sont... Alors, ceux qui sont payants, que je connais, vous avez Kahoot, qui est payant, mais sauf si vous êtes dans le domaine de l'éducation ou si vous êtes une association. Je crois. Alors, tout ce qui est grille tarifaire, ils changent tout le temps les uns les autres. Donc, je vous avoue que je ne vais pas vais pas vous dire tout parfaitement, mais voilà. Kahoot a des versions gratuites et payantes. Mentimeter, pareil, version très limitée en gratuit, après c'est payant. Klaxoon, payant. Bicast, version gratuite possible, mais un peu limitée. Mais ça peut être largement suffisant pour du quiz. Sinon, après, ça devient... on peut avoir des versions payantes. Et après, les autres, bah, voilà, c'est gratuit. Et après, c'est lié à la visio. Donc voilà. Kahoot étant en anglais, c'est dommage. Alors, je ne sais plus s'il y a moyen de le mettre en français, parce que moi, je l'utilise au quotidien, mais je ne fais même pas attention en fait si c'est anglais ou français.
Là, vous me posez une colle, j'avoue. Je me note la question. Si vous revenez, Patricia, le 25, j'aurai la réponse. Hop. Voilà, ça c'est noté. Et bien du coup, je continue à avancer dans ma présentation. Je crois que pour la partie questionnaire, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, je vais enchaîner sur la partie Padlet. Qu'en pensez-vous? Alors, Padlet, je ne suis pas hyper fan. Je trouve pas ça très... Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas. Après, moi, c'est mon quotidien, en fait. Je suis professionnelle de ça. Donc, je vais prendre les outils qui sont les plus développés. Donc je n'utilise pas trop Padlet. Après, quand on a un usage plus anecdotique, que ce n'est pas forcément le quotidien, ça peut être largement suffisant. Je vais en reparler surtout dans la partie tableau blanc, parce qu'il me semble que Padlet, c'est de la partie, c'est du tableau blanc numérique, si je ne me trompe pas. Anne Pinault, c'est bien ça? Vous pouvez me répondre dans le chat. Je me sens seule. Oui, c'est ça, c'est du mur collaboratif. Voilà. Donc, on y reviendra juste après, où je trouve que ce n'est pas très développé, mais ça peut faire l'affaire. Ok, merci Anne. Je vois votre réponse. Donc, je passe à notre quatrième famille d'outils. On a vu les trois premières familles, souvenez-vous, visio, chat, questionnaire. Et on arrive à la quatrième famille des outils, qui est peut-être la plus importante, qui est les outils de co-construction. Et donc là, dans la famille co-construction, on a des tonnes d'outils. Donc, je vais vous les présenter juste après dans le détail, mais déjà, je vous explique un peu les usages. Pourquoi c'est intéressant d'avoir des outils de co-construction à utiliser. Quand on veut écrire à plusieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais c'est un seul qui fait de la prise de notes en partage d'écran, les autres peuvent avoir un côté assez passif et on perd du temps à demander à l'autre de rajouter tel truc, etc. Donc, ça peut être intéressant d'écrire à plusieurs. Donc, c'est pour représenter le travail qu'on est en train de faire. Pendant, ça nous permet de soutenir la réflexion. Comme je vous le disais tout à l'heure, souvent on a besoin d'écrire pendant qu'on réfléchit, de faire un schéma de ce qu'on est en train de se dire, de se rendre compte de ce que ça donne. Et c'est aussi utile pour le après, parce qu'il faut réfléchir à comment est-ce que le support va pouvoir être exploitable par la suite. Ce qui compte, ce n'est pas juste la réunion qu'on est en train d'avoir, ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire derrière. Si on fait une réunion, en général, c'est pour faire un truc derrière avec. Donc, dans la manière dont vous allez faire votre prise de notes, la manière dont vous allez choisir votre outil, premier truc que je vous donne avant le 25, c'est de réfléchir aussi à comment je vais pouvoir m'en servir de manière facile, sans perdre de temps, après. Et donc, dans cette famille co-construction qui est très vaste, il y a 4 sous-familles que moi j'appelle les cousins. Voilà, je vous les présente ici, les 4 cousins des co-constructions. Vous avez les outils de coécriture, les outils de carte mentale, les outils de management visuel et les outils de tableau blanc. Encore une fois, ce n'est pas exhaustif ce que je vous montre, mais c'est ceux que je connais, que je trouve pas mal, que j'utilise au quotidien, ceux que j'adore. Voilà. Premier cousin, qui est le plus facile, le plus accessible, les outils de coécriture, genre mon traitement de texte, genre un tableau Excel, voilà, toutes ces choses-là, ou alors un PowerPoint. Donc là, ce que je viens de vous dire, c'est l'équivalent traitement de texte qui est uniquement sur mon ordinateur, donc ce n'est pas collaboratif. On ne peut pas écrire à plusieurs sur le même document en même temps, de manière simultanée. Donc c'est pour ça que je vous présente la suite Google, évidemment, qui a l'avantage d'être en ligne, et donc tout le monde peut ouvrir le même document en même temps et faire des modifications en même temps, et tout le monde les voit au fur et à mesure qu'elles se font. Vous avez dans la suite Office OneNote, qui est l'équivalent. Vous pouvez ouvrir des onglets et on peut écrire à plusieurs sur un même support OneNote. Donc ça, c'est pas mal pour pouvoir faire du travail collaboratif en ligne, pouvoir faire de la prise de notes partagée en ligne. Vous avez l'équivalent sur la suite Framasoft, qui est Framapad. Voilà. Donc ça, c'est assez limité sur le côté juste coécriture plutôt basique. Dans la suite Google, vous avez Google Sheet, Google Slide, Google Doc, et voilà, vous avez les trois qui sont différents, qui sont possibles. La famille, alors là, je n'ai pas regardé le chat, y a-t-il des réactions à ce stade? Faut-il un compte Google? Bah oui, c'est ça le problème. Il y a des organisations où il n'y a pas d'accès en interne. Je sais que certains d'entre vous, c'est le cas. Claire m'avait prévenu que voilà, dans le public qu'on allait avoir aujourd'hui, il y a des personnes qui, de par leur organisation, n'ont pas accès
à cette suite Google. Donc, c'est pour ça que je vous présente d'autres alternatives, évidemment. Ça s'enregistre en ligne. En fait, c'est enregistré sur un drive. Vous avez un espace de stockage en ligne. C'est une des raisons pour lesquelles certaines organisations ne veulent pas le prendre. Mais vous avez des solutions pro où c'est des stockages sécurisés, contrairement à des solutions perso. Voilà, c'est des choses différentes qui existent. Deuxième cousin dans la famille co-construction, le deuxième cousin, c'est les cartes mentales. En fait, c'est comme de la coécriture, mais dans un format spécifique. Les cartes mentales, je ne sais pas si vous connaissez, c'est ça. Hop. C'est représenter de l'information de manière arborescente. Donc là, c'est la même chose que je vous ai ouvert, j'ai fait exprès. Vous voyez, c'est les outils, les familles dont je vous ai parlé, avec les cousins ici, tac, 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 et les solutions que je vous propose. Mais simplement, c'est en prise de notes arborescente. Ça, c'est une carte mentale. Et donc, l'outil que je suis en train de vous montrer, qui s'appelle MindMeister, c'est une carte mentale en ligne qu'on peut modifier à plusieurs de manière simultanée. Et donc, on peut travailler ensemble sur le même support, sans avoir à faire un partage d'écran. Vous voyez, nous, on est juste en visio ensemble. Chacun ouvre le document de son côté. Et en fait, c'est le même document qu'on modifie en temps réel. Ah oui, je voulais vous montrer Kahoot. Tout à l'heure, j'avais oublié. Je l'avais ouvert pour vous le montrer. Voilà, l'interface de quiz Kahoot. Là, c'est un quiz que j'ai déjà fait à l'avance et que je peux lancer quand je veux. Ça, c'est mon interface administrateur que vous voyez. Voilà. Et effectivement, c'est en anglais. Donc, je reviens à mes moutons. On en était à la carte mentale. Donc là, je viens de vous montrer MindMeister, qui est un outil payant. Enfin, il y a une version gratuite qui est limitée à 3 cartes qu'on peut partager avec du public. Si vous voulez rester dans une version gratuite, je me suis emmêlé les pinceaux. Donc, c'est une version gratuite quand on est limité à 3 cartes. Si vous voulez rester dans la version gratuite, il faut à chaque fois fermer la carte pour en mettre une autre en accès libre. Vous êtes limité à 3 cartes. Sinon, après, ça devient payant. Vous avez Mind Manager qui est payant, qui à la base est un logiciel, mais il y a une version cloud aussi qui existe. Vous avez Koggle qui est accessible soit avec un compte Microsoft, soit avec un compte Google, qui est pas mal, qui est moins développé peut-être que du MindMeister, mais qui est pas mal. J'aime bien aussi. Ça fonctionne de manière un peu différente. Alors quand je dis ça fonctionne, c'est juste les raccourcis sont pas les mêmes, la logique n'est pas la même dans la manière de taper votre carte mentale, de la construire, mais au final ça fait le même rendu. Hein. C'est une carte mentale, quoi. Et vous avez Miro, qui est aussi un tableau blanc, qui est principalement connu pour le côté tableau blanc, qui a aussi une fonctionnalité carte mentale. Donc ça a l'avantage de remplir les deux fonctions. Voilà. Alors, ce n'est pas exhaustif, encore une fois. Prési permet-il de saisir en même temps? Non. Alors, d'après ma connaissance de Prési, que j'avoue que je n'utilise pas au quotidien, mais d'après ma connaissance que j'en ai, c'est du PowerPoint, c'est l'équivalent du PowerPoint, sauf que c'est une présentation dynamique qui zoome et qui dézoome. Donc, en fait, c'est un truc que vous avez préparé à l'avance. Donc, pour moi, ce n'est pas du simultané. Alors, je n'avais jamais utilisé Frama Mind dans la suite Frama. Merci, Catherine, de le rajouter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer. Manon, il y a une question sur comment est-ce que tu passes de ton mur au PowerPoint? Ah oui, exact. Alors en fait, dans Zoom, quand j'ai lancé mon partage d'écran, j'ai choisi de ne pas partager tout mon écran, mais de partager une seule fenêtre. C'est le truc de base qu'on peut faire, partager juste une fenêtre. Et en fait, sur Zoom, on peut choisir de partager 2 fenêtres. Et celle qui apparaît, c'est celle qui est en avant sur mon écran d'ordi. Donc là, par exemple, sur mon écran d'ordi, j'ai ma page Internet qui est en premier. Et là, si je glisse ma souris et que je clique sur mon PowerPoint, eh ben, c'est la fenêtre sur mon ordi. Mais du coup, le reste, vous le voyez en noir. Mais en fait, sur mon ordi, j'ai d'autres choses à côté. J'ai le chat qui est ouvert, que vous ne voyez pas, parce que je ne l'ai pas sélectionné dans mon partage d'écran. J'ai mon plan détaillé du webinaire, que je suis censée suivre, qui est affiché aussi, que vous ne voyez pas. Je vous ai mis uniquement mon PowerPoint et ma page Internet. Voilà. Sinon, il faudrait sans cesse que j'arrête le partage d'écran du PowerPoint, que je relance le partage d'écran sur ma page Internet et que je switch de l'un à l'autre en permanence comme ça. Et j'ai la chance que Zoom permette d'avoir les deux en même temps. Miro est payant, tout à fait. Enfin, quelque part, c'est normal. Hein. Un outil, quand il est chiadé, quand il est approfondi, quand il y a plein de fonctionnalités, il y a un travail derrière. Voilà, c'est un outil, c'est un produit qui est fait, et donc forcément, on le paye. Souvent, ce qu'on dit, c'est quand c'est gratuit, c'est vous le produit.
Voilà. Ou Miro, c'est payant. C'est pas vous le produit. Donc ça, c'est la famille des cartes mentales. Dans la famille management visuel, celui-là, il est un peu surprenant. Souvent, les gens ils sont assez étonnés de voir qu'on propose celui-là. Les outils management visuel type Trello, type Planner dans la suite Office 365, c'est un outil initialement de to-do list, de gestion de projet. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Voilà. On a des colonnes, on met un nom à une colonne et on rajoute des cartes qui sont l'équivalent de post-it. Et dans ces cartes, pourquoi on utilise en gestion de projet? Parce que on peut, je vous en ouvre une pour vous montrer. Hop. On peut mettre des membres, on peut affecter des personnes, on peut mettre une date limite, on peut mettre des pièces jointes, on peut écrire une description, etc. Donc on peut mettre une étiquette aussi si on veut mettre des différentes catégories. Par exemple, je veux la passer en rouge parce que ça concerne les relations, ça concerne les règlements. Ou alors je veux la passer en vert parce que ça concerne notre côté innovation produit en interne, etc. Mais on peut très bien s'en servir pour tenir une réunion aussi dans notre... par exemple, ça, c'était un Lean Coffee qu'on a fait en interne au WorkLab. Un Lean Coffee, c'est une pratique d'animation de réunion où on construit un ordre du jour en live entre nous et après, on séquence la manière dont on aborde les différents sujets. Donc là, en fait, vous voyez l'ordre du jour de la réunion qu'on a tenue et qu'on a animé grâce à Trello. Et donc, tout le monde avait accès au Trello de son côté et on mettait à jour les cartes en temps réel. Donc, Planner, c'est la même chose. Hein. Il y a un peu moins de fonctionnalités, mais ça fonctionne de manière très, très similaire. Et je crois que désormais, Trello est aussi accessible dans la suite Office, il me semble. J'ai des clients qui me disent ça. Voilà. Manon, il y a une question de Sophie. Est-ce qu'on peut échanger à l'oral et se voir dans les outils de carte mentale? Non. Alors, les outils que je suis en train de vous présenter, donc la famille co-construction, là, avec les 4 cousins, ce sont uniquement des outils où on a du support dessus, où on écrit dessus. Pour se voir et se parler, c'est toujours la visio qui est à côté. Donc, on cumule, on est connectés en visio ensemble et on a tous ouvert notre carte mentale collaborative à côté. Et on jongle entre les 2 fenêtres. Donc, soit on a un grand écran qui nous permet d'avoir la visio en petit sur le côté et la carte mentale de l'autre côté, sur notre écran, qui est partagé en 2 parties. Ou alors, on a la chance d'avoir 2 écrans. Et comme ça, on met la visio sur un écran et la carte mentale sur l'autre écran. Il y a certains outils qui proposent de la visio en interne, intégrée. Ce n'est pas toujours très développé, donc il faut avoir un besoin très limité de visio. Par exemple, sur Klaxoon, désormais, vous avez de la visio qui est intégrée dans Klaxoon. Elle n'a pas beaucoup d'options. Vous avez intérêt à juste vouloir être à 2 ou 3 et pas chercher à faire autre chose que vous voir et vous parler. Parce que, par exemple, vous n'aurez pas le truc partage d'écran, le truc, le chat, je ne sais même plus comment ça marche du coup sur Klaxoon. Vous n'avez pas les sous-salles. Enfin, voilà, il y a plein de trucs que vous n'avez pas. Et dans ces cas-là, oui, vous pouvez transmettre le lien dans le chat. Le truc qui est encore mieux, que moi je fais dans les réunions, c'est que dans l'invitation à la réunion, il y a le lien de la visio et le lien des supports qu'on va utiliser. Donc, si c'est une carte mentale, je mets aussi le lien. Nous travaillerons sur cette carte mentale accessible depuis ici. Quand c'est des gens en interne, on a l'habitude, je sais qu'ils ont un compte, je sais qu'on peut y accéder. Si c'est des externes, dans l'invitation, je leur explique les recommandations d'usage. Il faut se créer un compte en avance, il faut télécharger, installer l'application sur votre ordinateur, ou alors il n'y a pas besoin de créer de compte, il n'y a pas besoin de télécharger, vous vous connectez directement sur Internet, etc. Tous les outils de co-construction que je vous présente ici sont directement sur Internet. Normalement, il n'y a rien à télécharger sur votre ordinateur. Vous pouvez, par exemple, Trello, à une époque, moi, j'avais téléchargé l'application sur mon ordi directement. Mais finalement, j'ai eu des bugs ou je ne sais pas quoi, et finalement, maintenant, je l'utilise uniquement dans la version en ligne. Donc là, vous voyez, la page que je suis en train de vous montrer, c'est des pages Internet. Donc, je suis connectée à mon compte Trello, qui est un compte privé, mais sur Internet, directement. Pareil pour MindMeister, pareil pour Mural. Voilà. Et donc, dernier cousin de la famille des outils de co-construction, c'est le tableau blanc. Tableau blanc numérique. Donc là, ça reproduit un tableau Velleda. Donc on peut écrire dessus, on peut coller des post-it dessus. Mais comme il est numérique, il peut faire d'autres choses. On peut mettre des liens vers des ressources externes, des liens URL ou des vidéos qui seront encapsulées directement dessus, etc. Et en fait, le support que je suis en train d'utiliser là aujourd'hui, que je suis en train de vous montrer, c'est un tableau blanc qui s'appelle Mural. Donc c'est celui-là, là, vous voyez, c'est ce post-it là que je suis en train d'utiliser.
Miro fait la même chose et Klaxoon fait la même chose. Et donc là, pareil, je pourrais vous donner accès à ce tableau blanc. Vous n'auriez pas de compte à créer, vous n'auriez rien besoin de télécharger et vous accéderiez à ce tableau blanc et vous pourriez venir mettre des post-it, venir les ranger, choisir la couleur de post-it que vous voulez, créer une nouvelle catégorie. Vous pouvez supprimer mes post-it aussi, ce qui m'embêterait un petit peu, donc c'est pour ça que je ne vous donne pas le lien. Voilà. Et donc, dans la famille des tableaux blancs, ça, c'est les 3 que moi, je recommande. Et là, je me suis contentée de vous mettre que ceux que je recommande vraiment, parce que je les trouve bien. Klaxoon est en français. Miro et Mural sont en anglais. Sachant que tous les outils en anglais, vous pouvez faire de la traduction automatique sur vos navigateurs. Je sais que Chrome, il le permet par exemple. Sur Chrome, vous pouvez traduire automatiquement les pages. Ça vous permet de l'avoir en français. Bon, c'est un peu une bidouille. Donc Klaxoon, c'est tableau blanc et quiz, et on peut faire de la présentation. Voilà, on peut faire plusieurs choses sur Klaxoon. Mais je trouve que c'est pas très fluide sur la manipulation. Et typiquement pour la question de, je ne sais plus qui tout à l'heure, qui était sur quel est le plus facile pour les participants qui ne sont pas doués avec l'informatique, Klaxoon, ce n'est pas le plus facile. Je trouve que Miro et Mural sont beaucoup plus intuitifs quand on n'est pas à l'aise avec les outils informatiques. Donc ce serait plutôt ceux-là que j'utiliserais, mais ils sont en anglais. Donc voilà, il faut choisir entre ces deux trucs-là. Manon, il y a des questions par rapport aux cartes mentales. Oui. Notamment sur la création de compte, sur le fait que ce soit gratuit ou pas, oui. et sur la restitution. Comment ça, sur l'extraction des documents, ouais. Alors, en général, l'extraction, ça va se faire soit sur un format qui ne bouge pas, donc un PDF ou un JPEG. En PDF, alors si vous l'extrayez en format PowerPoint, en fait, ça va vous faire un PowerPoint un peu lourdingue parce qu'il va automatiquement détecter les différents niveaux de branches, sous-branches, sous-sous-branches, etc. Et ça va vous faire comme un plan détaillé. J'ai déjà essayé, franchement, ce n'est pas hyper efficace, je ne vous le recommande pas. Donc, si vous voulez extraire une carte mentale collaborative, pour moi, le mieux, c'est quand même de l'extraire en PDF. Et sur le côté gratuit et payant, donc Framaform, c'est gratuit. Koggle, c'est gratuit avec des fonctions qui sont limitées. Vous avez aussi une version payante avec des fonctionnalités plus avancées, mais la version gratuite peut déjà être suffisante. MindMeister, c'est payant, limité à 3 cartes partagées. Miro, il y a une version gratuite limitée, après c'est payant. Et MindManager, c'est payant. Comment partager largement le réseau d'une carte mentale? Alors, soit vous pouvez donner l'accès, le lien. Par exemple, j'ai fait ma carte mentale, on a travaillé ensemble sur un MindMeister et je donne le lien à tous les gens qui veulent aller la consulter en ligne. Confiance. Vous pouvez vous faire un doublon aussi. Si vous voulez assurer le cachou, vous la dupliquez et vous donnez le lien de la carte dupliquée directement en ligne. Sinon, vous la téléchargez en PDF. L'avantage de l'avoir en ligne, c'est qu'on peut zoomer, dézoomer et qu'on peut ouvrir et fermer les branches. Parce qu'une carte mentale, souvent, ce n'est pas très exhaustif, parce que si on veut être exhaustif, elle devient vraiment très, très grosse. Si on commence à écrire plein de textes, vous voyez là, j'ouvre les branches, ça devient illisible en fait. Donc, sur un PDF, ce serait illisible. L'avantage d'être en ligne, c'est que je peux aller zoomer et dézoomer. Voilà. Patricia pose la question du tableau blanc de Zoom. Est-ce que c'est différent des tableaux blancs là présentés Klaxoon, Miro, Mural? Alors, merci Patricia de me remettre dans le droit chemin de mon déroulé, puisqu'on est censé être en train de parler de ça. Sur les tableaux blancs, il en existe des tonnes. Il y en a des plus ou moins fluides, avec des plus ou moins de fonctionnalités. Et en fait, là, les 3 que je vous ai recommandés, c'est pour moi les 3 qui sont les plus aboutis, qui sont les plus fluides, avec des fonctionnalités intéressantes pour faire des visualisations de votre travail. Après, vous avez des outils qui sont beaucoup plus basiques, qui ont peu de fonctionnalités, mais qui font le job. Typiquement, les outils de tableau blanc qui sont intégrés dans Teams, dans Zoom, vous pouvez aussi avoir ces tableaux blancs directement. Vous avez le Jamboard aussi de la suite Google. J'ai vu que quelqu'un l'avait mis dans le chat au début, c'est pour ça que j'en parle. Dans ces cas-là, c'est pas qu'ils sont pas bien, hein, mais je trouve qu'ils sont assez basiques. Et pour moi, le secret, c'est dans votre capacité à vous de structurer visuellement votre information pour refléter votre travail, pour que ça vous aide. En gros, le secret, c'est quoi? C'est que si vous avez l'habitude de structurer votre pensée, de structurer votre réunion, que vous êtes assez clair dans ces cas-là, bref, que vous avez de la maturité dans votre manière de gérer vos réunions à distance, dans ces cas-là, un outil
le plus basique, ça vous suffira. Vous n'aurez besoin de rien, en fait. La qualité, elle sera en vous, elle ne sera pas que dans l'outil. Là où on a besoin d'avoir un outil plus élaboré, c'est quand on a besoin de cet outil un peu comme comme un point d'appui pour être sûr que notre réunion va se structurer, va se cadrer, qu'on ne va pas s'éparpiller, qu'on ne va pas perdre du temps. Parce qu'en général, on prévoit, comment dire, on structure à l'avance un support. Donc le tableau blanc, je ne vais pas me contenter de l'ouvrir et il va être tout blanc quand je démarre ma réunion. J'aurais préparé un canevas à remplir. J'aurais préparé un tableau, par exemple. Typiquement, aujourd'hui, vous voyez, j'ai fait un truc hyper basique. Hein. J'ai fait 4 carrés, 4 rectangles, si on veut être exact. Et j'ai mis des titres. Alors, initialement, j'avais l'idée de prendre en note les différents outils que vous me mettiez dans le chat et le faire en live et vous les trier en live. Bon, évidemment, ça allait trop vite, je m'en doutais un peu, mais donc j'ai pas eu le temps de le faire. Mais du coup, j'avais prévu les mêmes 4 colonnes pour faire de la prise de notes en live. Et donc, dans ces cas-là, au lieu de mettre des post-it en vrac au milieu, après, j'ai plein de post-it et je ne sais plus quoi en faire, et ben, dès le démarrage, j'avais structuré mon espace. Mais ça, on en parlera le 25 janvier, plus amplement, de comment est-ce que vraiment on gère un outil. Et je pense que parmi les 2 ou 3 outils que je vous ferai expérimenter, dont je ferai des démonstrations le 25 janvier, il y aura un outil de tableau blanc. Ça me paraît être indispensable parce que c'est le truc le plus compliqué en fait. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Je vous présenterai un outil de tableau blanc et je vous montrerai justement comment on structure l'espace, comment on le prépare efficacement à l'avance pour qu'on arrive au moment de la réunion et on s'en sert bien. Voilà pour ça. Y a-t-il d'autres questions claires là-dessus ou pas? J'en vois pas d'autres a priori. Ok. Dans ce cas, j'avance. Donc, petit récapitulatif, mesdames et messieurs. Il y a beaucoup de mesdames, mais il y a quelques messieurs. Les 4 familles d'outils. Vous vous souvenez, l'outil de questionnaire, qui peut être en asynchrone ou synchrone. L'outil de visio, qui va avec le chat, toujours ensemble. Et les outils de co-construction, avec les 4 cousins, coécriture, carte mentale, management visuel, tableau blanc. Voilà, ça c'est votre manière de vous y retrouver. Quand vous prenez connaissance d'un nouvel outil sur Internet, ah tiens, il y a ce nouvel outil, à quoi il sert? Paf, vous revenez ici et vous vous dites, ok, à quelle famille il appartient? Et c'est comme ça que vous allez vous faire du tri dans votre tête pour que vous vous y retrouvez. N'oubliez pas que le standard, selon moi, c'est visio chat. Ça, c'est la base. Et après, de quoi avez-vous besoin pour travailler un support pour écrire? On rentre dans l'éco-construction où je vais juste poser des questions aux gens que j'aurais préparées à l'avance. Paf, questionnaire. Et on verra le 25 janvier, justement, comment on choisit par exemple, entre les différents cousins là, des outils de co-construction, etc., en fonction de vos objectifs de réunion. C'est le premier petit spoiler que je vous fais pour le 25 janvier. Alors, je vois qu'il y a des questions qui apparaissent. Aurons-nous accès à la carte mentale récapitulant tous ces éléments? Oui, je vais vous faire des captures de tout ça que je vais intégrer dans ma présentation. Comme ça, quand je vais donner le support à Claire, qui vous le transmettra, vous aurez tous ces éléments qui sont récapitulés. Dernier point que j'aborde. Ah, bah, il me manque une slide. Mince alors. Non, c'est ça, c'était pour vous dire que la semaine prochaine, on allait faire ça. Voilà, j'avais anticipé. Dernier point que j'aborde avant de vous faire travailler un petit peu avant qu'on se quitte, c'est sur la gestion de votre présence, la gestion technique côté animateur d'une réunion. Ce qui est hyper important, c'est que vous vérifiez la qualité de votre connexion Internet. Avant de réfléchir à vos outils, réfléchissez déjà à votre ordinateur, qui va être en fait votre premier outil. Quelle qualité Internet vous avez? Le mieux du mieux, c'est de se connecter en filaire avec un câble Ethernet entre votre box et votre ordinateur. Évidemment, c'est le top. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez vérifier la qualité de votre réseau Wi-Fi, sachant que si vous avez un Wi-Fi qui est bof, il peut être préférable de choisir une connexion en 4G, de prendre votre téléphone en 4G et de faire un partage de connexion. Le webinaire qu'on avait fait en décembre ensemble, c'est ce que j'avais fait. J'étais en 4G parce que j'étais à un endroit où j'avais un mauvais réseau Wi-Fi. Aujourd'hui, je suis en Wi-Fi. Ça se passe bien. Voilà. Deuxième chose, pour être à l'aise, c'est n'oubliez pas de fermer vos autres applications que vous n'utilisez pas sur votre ordinateur. Pour 2 raisons. La première, c'est pour économiser de la bande passante sur votre débit Internet parce que ça vous prend
ça vous prend de la bande passante, voilà. Donc, ça peut ralentir aussi votre visio. Ce qui parfois est un frein pour les gens qui ne mettent pas la webcam, c'est aussi parce que parfois, ils ont un Wi-Fi trop faible qui ne leur permet pas d'avoir les webcams. La deuxième raison pour laquelle je vous invite fortement à fermer vos applications, c'est pour les notifications qui vont vous perturber et perturber les autres. Parce que voilà, il y a le bruit qui embête tout le monde, et puis vous avez le regard qui est attiré, et hop, du coup, votre pensée, elle part. Vous ne voulez pas y penser, mais vous y pensez forcément. Ah oui, il faut absolument que je réponde à un tel, c'est vrai, machin. Et voilà, et là, c'est la cata. Donc, il faut bien y penser. Et bien sûr, hyper important, de vous entraîner avant, de faire des tests. Et ce, pour plusieurs raisons. Je vous recommande de faire des tests pour être sûr que vous maîtrisez bien les fonctionnalités. Je maîtrise le partage d'écran, le passer d'une fenêtre à l'autre, je maîtrise de lancer le quiz, de faire des pauses au moment où je veux faire des pauses dans mon quiz, etc. D'avoir testé les choses en live et aussi d'avoir testé l'interface côté participant pour vous rendre compte s'il y a des limitations ou pas que les participants peuvent avoir, que vous n'avez pas parce que vous avez un compte administrateur. C'est aussi pour pouvoir anticiper les questions que vont poser les participants. Ce matin, là, au démarrage, vous m'avez posé une question sur où est-ce qu'on peut trouver les réactions. Heureusement que je connais Zoom, et donc je me souvenais que c'était en bas à droite, parce que sinon, moi, je n'ai pas la même interface que vous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir testé. Et c'est comme ça aussi, en testant, que je me suis rendu compte que le sondage sur Zoom n'est pas accessible quand les gens sont sur un navigateur. C'est parce que j'avais testé que je l'ai su. J'ai pas eu l'information de la part de Zoom. donc, hyper important de s'entraîner et du coup d'être hyper à l'aise à l'avance. Alors, j'aimerais juste vous déstresser par rapport à ça. Souvenez-vous de votre première fois sur PowerPoint. C'était laborieux, c'était moche ce que vous avez fait. C'était long, vous avez mis des heures à faire une pauvre présentation en 4 slides. Mais là, c'est pareil en fait. Et non, c'est pas pareil, c'est plus facile. Personnellement, j'ai mis moins de temps à me perfectionner sur des outils de type carte mentale et tableau blanc que prendre en main PowerPoint. Ça a été un vrai traumatisme dans ma vie professionnelle quand j'ai démarré. Dans mes études, je ne faisais pas de PowerPoint et quand j'ai découvert ça dans ma vie pro, ça a été un sacré choc quand j'ai dû faire mes premières présentations. Voilà. Ça, c'était les premiers trucs que je voulais, les premiers tips que je voulais vous donner avant d'aller plus loin là-dedans le 25 janvier quand on se retrouvera à 11h. Il nous reste un quart d'heure. Et pendant ce quart d'heure, je vais vous demander, s'il vous plaît, de travailler un petit peu. Hop, voilà. Et je vais vous demander de réfléchir à les usages que vous avez des outils. Comment vous les gérez, ces outils? Par exemple, soit quels sont les 2-3 outils qui vous paraissent incontournables, qui vous sont hyper utiles dans vos réunions au quotidien, ou alors vos trucs et astuces pour bien gérer les outils, pour être capable de mener convenablement votre réunion. Donc là, je vais vous laisser 3 minutes pour y réfléchir tout seul. Et dans 3 minutes, je vais vous diviser en sous-groupes pour faire du partage entre vous. Est-ce que c'est assez clair la consigne pour l'instant? J'ouvre le chat. Oui. Oui. D'accord. Très bien. Eh bien, c'est parti. Je vous laisse 3 minutes. Ok. Je vais maintenant vous diviser dans des sous-groupes. Et je vais vous donner 2-3 petites consignes pour bien vous organiser pendant votre temps de partage. Hop, je repartage mon écran. Le voilà. Donc, en sous-groupe, je vais vous demander de vous répartir 3 rôles différents pour bien vous organiser pendant 10 minutes. Il y aura un distributeur de parole. Donc, soit vous organisez un tour de table, soit vous levez la main pour prendre la parole à celui pour enchaîner les prises de parole. Mais en gros, il y en a un qui va avoir un œil attentif pour s'assurer que la prise de parole se passe bien. OK, c'est ça son rôle. Il y a une deuxième personne qui va être gardien du temps parce qu'on va se laisser 10 minutes et vous allez revenir donc à 12h31. On sera en retard de 5 minutes. Vous allez revenir à 12h31 en plénière. OK. Et le troisième qui sera le scribe et porte-parole qui sera chargé donc de prendre note de ce que vous dites et de nous faire une restitution des 2-3 pépites les plus intéressantes qui se seront dites dans votre sous-groupe et nous les partager quand on se retrouvera en plénière dans le chat. OK. Et bien sûr, pour organiser les prises de parole, vous pouvez utiliser donc soit des tours de table, soit utiliser les tags, comme je viens de vous dire. Et vous pouvez aussi noter vos contributions dans le chat
réagir à ce qui est dit par quelqu'un d'autre en utilisant les techniques d'animation gestuelle aussi, sachant que vos chats de sous-groupe restent dans les sous-groupes. Les autres personnes ne les voient pas. Donc, il n'y aura pas de perturbation. OK ? Donc, jusqu'à 12h31, un scribe, un gardien du temps, un distributeur de parole. Et donc, c'est parti. Je vais vous diviser dans des sous-groupes, sachant qu'en bas à droite, vous trouverez un bouton pour m'appeler à l'aide s'il y a besoin ou pour quitter la salle de conférence, ce qui vous fera revenir dans la réunion principale. Et donc, c'est parti. Je vous divise en des groupes, attribution automatique. C'est parti, mesdames et messieurs. À tout de suite. Ça y est, vous revenez déjà. Bon, 10 minutes, c'était un peu court, hein, j'en ai conscience. Pour ne rien vous cacher, normalement, vous aviez un quart d'heure, mais j'ai un peu débordé. Et en fait, on ne sait pas comment vous faites ça, là. Alors, donc sur Zoom et maintenant Teams aussi, et sur WebEx, vous avez dans votre barre d'outils en bas, enfin, vous ne l'avez pas, parce que là, c'est... Pour l'animateur? Ouais, non, c'est pas ça, c'est une question de compte gratuit, compte payant. Dans ma barre d'outils, à côté de converser, participants, partager l'écran, réaction, j'ai aussi divisé le groupe. Et là, je me laisse guider, c'est assez bien fait. On me demande combien de salles je veux ouvrir. Et après, j'ai un petit tableau de bord qui s'affiche, une notification où j'ai la liste des participants et je peux choisir dans quelle salle ils s'affectent. Ou alors de le faire de manière automatique, où tout le monde, comme ce que j'ai fait là, c'est aléatoire, parce que vous étiez nombreux, donc je n'allais pas m'amuser à vous mettre un par un dans les salles. Et donc, ça vous affecte automatiquement entre les différentes salles. Voilà. Et après, vous avez dans cette même interface, je peux envoyer un message à tout le monde comme ce que je vous ai fait pour vous dire qu'il vous restait 3 minutes. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce message. Oui. Ça y est, vous avez oublié les tags, mais j'ai vu vos oui de tête. Merci. Alors, est-ce qu'on peut avoir de la part des scribes, s'il vous plaît, des retours dans le chat sur les 2-3 pépites qui vous paraissent intéressantes à partager avec le reste du groupe sur les bons usages, les bonnes pratiques des uns et des autres avec les outils. Donc, on est bien sur la partie outils. Karine, oui. Je vais me lancer parce que je pense qu'il faut commencer. Alors, le retour, en fait, pour l'instant, de notre petit sous-groupe fait remonter essentiellement des outils, en fait, de visio utilisés à ce jour. Essentiellement type Meet, Jitsi, ça rejoint maintenant ce que vous avez présenté, l'outil que vous avez présenté dans les grandes lignes. Aujourd'hui, les usages, les outils sont plutôt utilisés pour de l'animation, soit d'entretien ou de réunion d'équipe, parce que ça pallie justement la distance et qui permet justement de permettre plus facilement de rassembler les équipes pour mener des réunions de service ou choses comme ça. La plupart du temps, une des postures, une des vigilances en fait, qui en ressort, c'est justement de se soucier de sa posture et d'éviter le caractère trop descendant des animations, des réunions à distance. Et d'où la motivation aujourd'hui de participer aussi à cette formation, qui est aussi de chercher des solutions pour dynamiser, éviter ce caractère descendant dans l'animation et permettre justement beaucoup plus d'interactivité entre pour rendre plus fluide et puis éviter aussi finalement un petit peu ce monologue en fait, ou la posture finalement un peu en retrait des participants par rapport à l'animateur. Donc c'est toujours un petit peu le souci. Alors après, les solutions, je pense qu'on les invente un petit peu au quotidien, et la période un petit peu de l'année dernière, on ne va pas la citer, qui a bousculé beaucoup plus, je pense, le côté distanciel, et lui a donné un autre sens au quotidien beaucoup plus fort qu'il ne l'était avant, amène aussi beaucoup de choses, beaucoup de florilèges d'outils sur le marché. Aujourd'hui, ça demande du temps pour les découvrir. Et c'est vrai que ce qui est important, en fait, comme vous l'avez dit, c'est si on veut pouvoir amener ces outils dans le quotidien, c'est bien la plupart du temps déjà de se les essayer soi-même, de les montrer à titre d'exemple dans une animation de réunion, pour après permettre aux collaborateurs éventuellement d'avoir envie aussi finalement, eux, de se les approprier et de les mettre en usage.
Merci Karine. Du coup, je vous partage les autres retours qui sont faits dans le chat. Vous avez peut-être déjà lu une partie. Une bonne pratique, c'est de mettre les liens des outils qu'on va utiliser dans le chat de la visio au démarrage de la visio. Ça, effectivement, si on ne l'a pas fait dans l'invitation, c'est une très bonne manière de faire, assez simple. Pour ça, il y a Mélie nous dit aussi que, attention, quand on veut partager une vidéo, parfois en partage d'écran, la qualité du son peut être moyenne. Dans ces cas-là, c'est plus intéressant de donner le lien et chacun la regarde de son côté. Donc, dans ce cas, on se met en mute sur notre visio éventuellement et chacun regarde la vidéo de son côté. À ça, je précise que ça dépend des partages d'écran des visios parce que parfois, notamment sur Zoom, on peut partager le son de l'ordinateur directement. Donc voilà, sur Zoom, c'est le cas, ce qui permet d'avoir une qualité de son correcte. Sinon, effectivement, je rejoins la remarque qui a été faite dans le groupe de Mélie. D'autres réactions qui étaient d'utiliser Kahoot comme outil de quiz pendant une visio. Express est un autre outil que la visio, que ça permet d'avoir une action, de changer de fenêtre, ça fait bouger les gens. Voilà, c'est ce qui a été partagé dans le groupe de Alexia, et d'utiliser Klaxoon quand on veut faire plutôt sur du brainstorming, d'après ce que je comprends, quand ils ont des idées qui sont données et qui veulent les organiser en temps réel. Donc, c'est assez pratique, la même chose qu'un post-it en présentiel, quoi. Et sinon, Google Forms, c'est pour les questionnaires de manière asynchrone. Voilà, ça c'est le groupe d'Alexia. Le groupe de Julie, c'est évidemment de s'entraîner avant et de s'épauler entre collègues. Ça rejoint une chose que je vous disais dans le premier webinaire en décembre, le fait potentiellement d'être co-animateur aussi, d'avoir un responsable technique, logistique, on peut dire, ce que j'appelle moi le chat master. Donc aujourd'hui, Claire est mon chat master, par exemple. Comme ça, moi, je suis un peu plus relax si je n'ai pas l'œil attentif sur le chat. Donc ça, bonne pépite du groupe de Julie. Et bien sûr, de s'inspirer de ce que font les autres pour garder les bonnes pratiques. Voilà. En fait, on apprend effectivement en faisant et en découvrant au fur et à mesure. Et c'est clair qu'il ne faut surtout pas chercher à tout faire d'un coup. Ça, c'est hyper important. Ensuite, je vois qu'il y a pas mal de... Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées, Claire? Est-ce que tu vois d'autres choses que je n'ai pas dit? On a eu une question juste avant le travail de groupe sur des problèmes potentiels de sécurité sur Zoom. Oui, je l'ai noté. Ouais, merci Claire. Effectivement, alors Zoom avait des problèmes de sécurité qui étaient vrais au moment où le scandale a éclaté, donc au mois de mars quand le premier confinement a commencé, parce que alors c'était pas chiffré de bout en bout, il y avait des choses de cet ordre-là. Depuis, évidemment, ils n'avaient aucun intérêt à rester là-dedans puisqu'ils étaient en train d'exploser. Donc ils ont fait toutes les mises à jour qui étaient nécessaires. Et donc c'était en juin qu'ils ont fait les mises à jour, quelque chose comme ça. Et donc, depuis ce jour-là, de ce côté sécurité, Zoom s'est aligné sur les autres offres. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a plus de raison spécifique. D'après ce que je connais, après, voilà, je ne suis pas informaticienne, je n'ai pas un niveau d'expertise suffisant pour vous garantir des choses sur facture, mais d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est ça. Ils sont mis à chiffrer de bout en bout les trucs. Il y a le système aussi avec les mots de passe qu'on peut rajouter au lien pour s'assurer que les gens ne sont pas arrivés par hasard, etc. Donc ça, normalement, niveau sécurité, c'est bon. J'avais noté une autre chose. Oui, des demandes pour la fois prochaine. Effectivement, c'est la dernière question que je vous pose. Comme je vois que les gens commencent à partir un peu les uns après les autres, je vous pose la question. Si vous deviez choisir un outil que vous voulez qu'on expérimente ensemble le 25 janvier, parce que vous comptez venir le 25 janvier, lequel ce serait? Pour l'instant, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé des cartes mentales. On m'a parlé des outils de coécriture, globalement. Y a-t-il d'autres choses? Donc là, je vois pas mal du tableau blanc, soit Miro, soit Mural, soit Klaxoon. J'ai les 3 qui apparaissent. Donc ça, c'est sûr, je vous ferai expérimenter l'un des 3. Donc il y a pas mal de gens qui ont dit de la carte mentale. Je vois un outil gratuit, effectivement. Ça pourrait être intéressant de vous montrer des choses qu'on peut faire. Le tableau blanc gratuit ou par Teams. Ok, beaucoup de tableaux blancs. Je remonte un peu le fil des discussions. Alors effectivement, pour Framasoft, il y a une réaction de Aurélie. La suite Framasoft, elle n'est pas très, ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas hyper adaptée quand on est sur un téléphone. Par exemple, moi j'utilise beaucoup les Framadate à la place de faire un doodle. Et le problème, c'est que sur smartphone, on n'a pas
toutes les dates qui s'alignent bien, c'est un peu, ouais, c'est le côté un peu pénible, mais ils s'amélioreront, j'en suis sûre. Je vous laisse encore quelques secondes pour m'écrire des outils que vous aimeriez tester. Je vais rester connectée pour prendre en note tout ce que vous mettez dans le chat, hein, bien sûr. Je vais prendre en compte tout ce que vous me dites. Et pendant ce temps, les autres qui voudraient être pressés de partir, donc je vous rappelle que rendez-vous le 25 janvier à 11 h. Ce sera un autre lien. Hein. Claire vous enverra les liens quand vous serez inscrits, où on abordera donc le choix entre les différents outils, comment est-ce qu'on peut les choisir utilement, et on fera de la prise en main ensemble. Et puis voilà, on aura un temps de questions-réponses beaucoup plus large. Vous n'aurez pas de temps en sous-groupe comme aujourd'hui, on aura un temps de questions-réponses en direct avec moi. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous le 25 janvier alors. Et désolée pour le petit retard.